On va attendre quelques secondes que tout le monde soit connecté, qu'on ait un maximum de participants. Cécile, prête? Je suis prête. On attend encore 10-20 secondes. Pour être sûr que tout le monde se connecte, y compris les retardataires. Voilà, on y va? C'est bon? Parti. Prête? Bonjour à tous. Je suis donc Quentin Duhalgouët, chargé de clientèle chez Théorème. Et je suis accompagné de Cécile Ronxin, chargée d'indemnisation au sein du département automobile de Théorème. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Lors de ce mini-webinaire, vous aurez la possibilité de réagir dans le chat qui va être à droite de votre écran. N'hésitez surtout pas à réagir, on se fera un plaisir d'y répondre à la fin du webinaire. On a choisi donc de traiter le thème de la rédaction du constat amiable. Pourquoi? Parce que le constat amiable, aujourd'hui, est source d'interrogation et source de stress pour un grand nombre de conducteurs, ce qui fait qu'une rédaction erronée ou une mauvaise interprétation des faits peut derrière générer une mauvaise responsabilité, ce qui aurait derrière un impact assez important sur la gestion du dossier. Nous allons donc tenter de répondre à toutes ces questions. Pourquoi est-ce qu'il faut le remplir? Comment? Jusqu'à quand? Et qui doit le remplir au cours de ce mini-webinaire? Pour vous donner simplement un chiffre qui nous paraissait intéressant, chez Théorème, juste chez Théorème, nous en recevons plus de 35 000 par an. Donc, je vous laisse imaginer effectivement sur la France entière le nombre de constats amiables qui sont complétés chaque année. Cécile, le premier point, c'est pourquoi. On parle souvent de constats amiables à remplir lors d'un accident, mais on ne sait pas forcément à quoi ça sert. Est-ce que tu peux nous préciser, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, comme tu le disais, Quentin, l'établissement d'un constat amiable après un accident, c'est toujours une source de stress et d'interrogation pour les conducteurs. C'est un élément crucial pour déterminer les responsabilités. En cascade, ça va permettre de définir qui indemnisera qui et de quelle manière. Une fois que les responsabilités sont déterminées, il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte pour l'indemnisation. D'une part, l'application des garanties souscrites au contrat de l'assurance auto, et ensuite l'application des conventions, la plus connue étant la convention IDA, indemnisation directe assurée, et l'application du droit commun. Voilà, pour nos auditeurs, qu'on est dans le jargon assurantiel, la convention IDA, effectivement, c'est une convention qui régit la plupart des assureurs, notamment français, et qui permet d'accélérer et d'optimiser l'indemnisation de tous les dommages matériels inférieurs à 6 500 €. On a vu le pourquoi, maintenant c'est comment. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans son véhicule pour remplir un constat amiable? Alors évidemment, il faut un constat amiable vierge dans la boîte à gants, toujours, un bon stylo et surtout pas un crayon papier. J'insiste sur ce fait parce qu'on reçoit quotidiennement des constats et sur une moyenne de 5 constats, je dirais qu'il y a à peu près 5 constats qui sont assez durs à déchiffrer à cause de cela. Donc il faut également une carte verte en cours de validité. Il faut bien déterminer les faits et mettre un maximum d'observations dans les commentaires. Et il faut évidemment garder son calme et ne pas stresser. Merci Cécile pour ces rappels. Si jamais dans son véhicule ou dans sa boîte à gants, on n'a pas de constat amiable, ce qui pourrait arriver, comment est-ce qu'on peut faire pour le compléter? Alors, une feuille blanche simple peut suffire avec la liste de courses qui est derrière moi, qui reprend toutes les informations qu'on pourrait retrouver sur un constat amiable. Il existe également une application qui s'appelle e-Constat. Elle est gratuite. On peut y accéder directement depuis son smartphone ou son Android et on peut compléter toutes les informations et les transmettre directement à son assureur, y compris en cas de tiers non identifiés. Est-ce que tu reçois beaucoup de e-constat, par exemple, toi qui es chargé d'indemnisation chez TRM? Non, malheureusement, ce n'est pas encore assez courant dans les pratiques. D'une manière générale, sur la dernière année, j'ai dû en recevoir 4. Oui, on est encore loin de la généralisation de cette nouvelle pratique. D'ailleurs, en parlant de pratique, quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes? Oui, bien sûr. Alors, les plus importantes, je dirais que pour commencer, c'est la conjugaison des verbes. Par exemple, heurter et heurter a été n'entraînera pas la même responsabilité, surtout si on n'a pas assez d'éléments sur le constat comme le croquis pour nous aider à pouvoir bien déterminer les faits. Il faut également bien penser à cocher toutes les cases qui correspondent à la situation, à savoir qu'il faut aussi rayer les mentions inutiles. La toute première, par exemple, c'est en stationnement et à l'arrêt. Il faudra bien penser à rayer celles qui ne concernent pas les faits. Il y a aussi quelque chose qui est très important à savoir, c'est que toutes les informations importantes doivent bien être indiquées au recto du constat amiable. Le verso pourra bien être étudié et regardé par l'assureur ou le courtier. Par contre, il ne pourra pas être pris en compte dans la gestion juridique du dossier contre la partie adverse. Toutes les informations doivent donc être indiquées au recto, notamment en cas de désaccord. Et il faudra bien penser à signer le constat
à savoir que même s'il n'est pas signé, il sera pris en compte à partir du moment où il y a un échange d'identité. Il y a également 3 informations à toujours reprendre concernant la partie adverse. C'est l'immatriculation du tiers, son numéro de contrat ou de police d'assurance, c'est la même chose, et le nom de sa compagnie d'assurance. Et c'est également au recto du constat, j'y reviens, où on doit indiquer toutes les informations sur les éventuels témoins. C'est très clair, merci beaucoup. Donc, en résumé, la partie la plus importante, c'est le recto, notamment pour la gestion juridique. Et les 3 informations les plus importantes, elles concernent le tiers. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour nous d'identifier un assuré. À l'inverse, c'est plus difficile d'identifier les coordonnées du tiers avec 3 informations, l'immatriculation, la compagnie d'assurance et le numéro de police ou le numéro de contrat d'assurance. Dernier point, j'ajouterais que s'il y a des témoins éventuels, il ne faut surtout pas hésiter à les notifier ainsi que leurs coordonnées, puisque ça nous aide beaucoup dans la gestion du dossier. Nous avons vu donc le comment et le pourquoi. Maintenant, je voudrais qu'on parle du quand. Grande question, dans quel délai est-ce qu'on peut remplir un constat amiable? Est-ce qu'il y a un délai maximum? Et est-ce qu'il y a des exceptions, Cécile? Oui, alors un assuré, il a un délai maximum de 5 jours pour transmettre le constat à son assureur ou à son courtier, à savoir que le constat doit être rédigé le jour même, au moment des faits. Et il y a des exceptions. En cas de sinistre corporel, avec l'intervention des pompiers ou des services de police, à ce moment-là, le procès-verbal devient l'élément le plus important pour pouvoir récupérer toutes les informations. Il y a ensuite, en cas de vol, tentative de vol ou de délit de fuite de la partie adverse, à ce moment-là, le dépôt de plainte revient en complément du constat. Très clair. Donc, s'il faut retenir 3 informations sur le quand, c'est les 5 jours d'un côté et corporel avec procès verbal, vol, tentative de vol, délit de fuite, dépôt de plainte. Voilà les différents éléments qu'il faut compléter dans la gestion du dossier. D'ailleurs, ça me fait penser, Cécile, à un thème qu'on a déjà abordé et de mémoire, c'était dans le 2e mini-webinaire qui s'appelait Comment gérer efficacement un dossier sinistre. Peut-être que vous y avez déjà assisté, vous qui êtes en ligne en ce moment. Sinon, il est disponible en replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y reporter. Dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le qui. Qui est concerné par l'application et la rédaction du constat amiable, Cécile? Alors, à savoir qu'un constat amiable doit être rédigé à partir du moment où un des deux est un véhicule terrestre à moteur, un VTM. Ça veut dire qu'en face, ce n'est pas obligatoirement un VTM. Ça peut être un cycliste, un piéton, un animal sauvage ou un train, par exemple. Très clair, merci beaucoup. Pour nos auditeurs, on peut rappeler la définition du véhicule terrestre à moteur. Elle est issue du Code des assurances, c'est la loi Badinter qui la régit. Tout véhicule automoteur qui est destiné à rouler sur le sol, qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée. Et ça concerne aussi les remorques, même si elles ne sont pas attelées, et peu importe le nombre de roues qui composent l'engin. Voilà, toutes ces bonnes pratiques sont reprises dans une fiche, la fiche d'aide à la rédaction du constat amiable. Vous trouverez normalement le lien vers cette fiche qui apparaîtra dans le chat à droite de l'écran. Ça fait partie des fiches que nous mettons à disposition, bien évidemment, de nos clients dans le cadre de la prévention. Le constat amiable peut être bien évidemment aidé à la rédaction par cette fiche, mais il est aussi traité dans des formations qui sont spécifiquement dédiées à ce sujet que nous délivrons en entreprise auprès des conducteurs. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations sur ces aspects-là. En conclusion, Cécile, s'il fallait retenir les 3 choses les plus importantes de ce mini-webinaire, le premier, c'est pas de stress pour bien le remplir. C'est plus facile à dire qu'à appliquer, mais c'est le premier point et c'est le primordial. Le remplir systématiquement, même en l'absence de tiers. Souvent, on a tendance à hésiter quand on est tout seul et qu'on n'a pas la partie adverse. Et troisième point, le transmettre dans les délais. C'est les fameux 5 jours dont on a parlé précédemment. Voilà les 3 choses à retenir. Merci beaucoup à tous de vous être connectés, d'avoir participé à ce mini-webinaire aujourd'hui. Bien évidemment, on continue et la série continue le jeudi 7 juin pour le prochain, qui sera sur le thème du compte de résultat en protection sociale. Donc, on vous donne rendez-vous le 7 juin. Merci et à bientôt. Au revoir à tous.